Bonsoir à tous. Ce reportage aurait été impossible à réaliser il y a quelques années en Suisse. Si nous pouvons vous proposer ce soir le témoignage face caméra de jeunes sportifs abusés physiquement, psychiquement et sexuellement, c'est que quelque chose a changé brutalement en quelques mois. Il a fallu le courage d'une poignée de jeunes gymnastes qui ont décidé de tout balancer. Les brimades constantes, le sadisme des coachs, les coups, les humiliations, les blessures, les troubles alimentaires. Et par-dessus tout, le silence, une chape de plomb jetée par une fédération complice dont les fonctionnaires, grassement payés, encaissaient le fruit de la terreur. Vous allez voir dans cette enquête difficile menée par Emmanuel Bressan et Florence Fernet que l'affaire de la gymnastique n'est que la partie visible de l'iceberg. Ainsi, par exemple, vous allez entendre le témoignage exclusif d'un ex-hockeyeur du prestigieux Fribourg-Gotteron, violé par un coach quand il était enfant. Ce reportage devrait alerter chaque jeune athlète, amateur ou d'élite, mais aussi les parents, persuadés le plus souvent à juste titre que le sport ne peut que contribuer au développement de leur enfant. C'est heureusement le plus fréquemment le cas, mais le scandale qui secoue le monde de la gymnastique doit sonner comme un avertissement. Des prédatrices et des prédateurs se cachent derrière le paravent des bonnes intentions du sport et l'omerta règne encore en maîtresse sur ce monde à part. Regardez. Le sport véhicule de nobles valeurs. Le sens de l'effort, la volonté, le courage, le respect. Des corps poussés à l'extrême pour valoriser les âmes, le sport brandit comme un emblème. Mais les plus belles médailles cachent parfois des blessures profondes. Des sportifs suisses de haut niveau dévoilent la face cachée du sport, avec face à eux des fédérations sourdes, muettes et parfois aveugles. Les athlètes qui parlent ici ne pourraient être que la pointe de l'iceberg. On croyait la Suisse épargnée par les scandales révélés en début d'année dans le monde, on se trompait. En Suisse comme ailleurs, ceux qui font gagner des médailles aux athlètes sont aussi parfois leurs bourreaux. Notre enquête commence à Crans-Montana. C'est là que Simon Progin s'entraîne. Simon Progin est un ancien champion de trampoline de l'équipe suisse, 3e au championnat d'Europe 2017. C'est le plus haut titre de son palmarès. Mais quel chemin pour en arriver là? Pour la première fois publiquement, il raconte son calvaire. Quand t'es un athlète et que t'as tellement de respect pour ton entraîneur, t'as peur de le décevoir. En tout cas, moi, c'était ça à l'époque, j'avais peur de le décevoir. Je me suis dit, des fois, tu t'entraînes plus pour l'entraîneur que pour toi-même. Au début, cet entraîneur, pour moi, c'était un maître à penser, en fait. J'avais envie vraiment de... C'était un exemple pour moi, en fait. Voilà. J'avais envie d'être comme lui. Comment il voyait les choses et l'entraînement, ça me plaisait énormément. Et j'avais une grande estime pour lui, ouais, vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et petit à petit, les choses, elles ont un peu, on va dire, mal tourné pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Les images sont filmées par d'autres sportifs. Simon Progin est face au mur. Il n'a pas été très bon à l'entraînement, il doit être puni. C'est le jeu, il est d'accord. Un jeu idiot entre coéquipiers, sauf qu'ici, en noir, c'est son entraîneur. C'est vrai que sur le moment, je me rendais pas compte, mais c'est vrai que quand je rentrais, que je me retrouvais moi-même le soir, je me suis dit, mais quand même, c'est quand même un peu humiliant de te dire, bon, voilà, tu vas t'entraîner, tu vas faire le sport que tu aimes, et tu te fais un peu humilier comme ça, quoi. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que c'est surtout un peu moi qui prenais le plus, en fait.
si tout le monde, voilà, on prenait aussi plein la gueule et tout ça, voilà, tu te dis, bon, voilà, lui il a pris aussi, lui il a pris aussi. Mais là, d'après mes souvenirs, c'était quand même moi qui ramassais souvent, en fait. Ces punitions humiliantes déclenchent chez Simon Progin la fin de sa carrière. Il perd confiance, c'est la honte qui le ronge, avec à la clé de graves troubles alimentaires. Il y a eu des moments durs. Ouais. Il y a eu une période de ma vie où, je le cache pas, je suis tombé dans ce cercle qui est l'anorexie. Et je suis rentré un jour chez moi et je me suis complètement détesté moi-même. J'ai tout testé. Je me suis fait vomir. Il m'est arrivé de manger que des pommes presque pendant 2 semaines et puis d'aller courir, enfin faire du sport, me dépenser le plus possible. Jusqu'à que j'ai une silhouette plus ou moins qui me convienne. Le trampoline dépend de la Fédération suisse de gymnastique. Ils ont vu ces vidéos et convoqué tout le monde. Mais Simon a minimisé l'impact de tels agissements par peur d'être mis sur la touche. L'entraîneur est aujourd'hui responsable pédagogique dans une école de sport à Lausanne sans aucune sanction. Des histoires comme celle de Simon, nous en avons entendu beaucoup lors de notre enquête. Les athlètes nous parlent de pression, d'emprise, de déni de la douleur. L'exemple le plus frappant est peut-être celui de la gymnastique rythmique. Les médecins le disent tous, c'est la pire discipline pour le corps des filles. C'est pas un sport qui suit ce que le corps fait naturellement. Ça va à l'encontre de ce que doit faire le corps et c'est vraiment le sport le moins recommandé physiquement. Les articulations aussi, elles sont poussées dans tous les sens, au maximum à chaque fois. Ouais. Et si c'est pas bien encadré, ça tourne mal. Ouais. Sa souplesse et sa grâce l'amèneront plusieurs fois sur la plus haute marche du podium en Suisse. Médaille de bronze aux championnats sud-américains. Carla Corminboeuf s'entraîne 20 heures par semaine dans son club de gym de Genève et depuis l'âge de 6 ans, elle multiplie les compétitions. Sa collection de médailles est accrochée avec fierté. Des médailles de joie et de douleur, une vraie douleur. Clara le dit, elle a mal et elle n'est pas la seule. Mais à l'époque, elles n'ont que 12 ans. On se plaignait de douleurs qu'on avait depuis peut-être 1 semaine, 2 semaines, voire des mois ou peut-être même des années. Moi, personnellement, c'était des douleurs au dos. Pour certaines, c'était autre chose, mais le dos, c'était assez fréquent. Et ce qu'on nous répondait, c'était vraiment t'es une chochotte, t'es une princesse, t'as pas mal en fait. On nous disait qu'on mentait par rapport à nos souffrances corporelles, ce qui était pas vrai en fait, parce qu'on avait vraiment des blessures. Et je pense que c'était le plus dur parce que on avait mal, on nous disait que c'était pas vrai, et puis on devait continuer à forcer en gardant le silence. Jusqu'au jour où tu vas faire des radios. Et puis là, le résultat tombe. Et puis c'était une fracture de fatigue à 2 vertèbres lombaires. Et là, on te dit que tu dois arrêter du jour au lendemain pendant 6 mois, avec 6 mois de rééducation derrière. Et du coup, voilà, c'est pas facile à entendre. Une fracture de fatigue aux vertèbres lombaires, c'est une fracture liée à des contraintes répétées, comme un trombone que l'on plie et qui finit par casser. Une blessure courante chez les gymnastes de haut niveau. Sa coach n'a rien vu, ses parents non plus. C'est ça, la loi du silence.
On a senti qu'il se passait des choses. Mais bon, Carla ne le disait pas évidemment, puisqu'elle respectait les consignes. Il y a eu des choses très précises, où tout à coup, Carla revenait en pleurant, qu'elle ne voulait pas retourner à la gym. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait quand même des problèmes, peut-être plus au niveau psychologique que physique. Et c'est là qu'on a commencé à intervenir et à se poser des questions sur le bon fonctionnement de l'encadrement de la gym rythmique. Bien sûr qu'on était très triste et en colère, mais en tout cas moi, ces moments-là, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on pourrait faire. Pour ces plaintes, je ne sais pas. La difficulté, que si on intervient, on est toujours plutôt les méchants. Une fois qu'on a été marqué comme ça reste à vie, je pense. C'est une douleur qui reste présente un peu tous les moments. Et donc tu décides d'arrêter complètement. Et donc, ouais, c'était trop difficile de continuer ce sport sans pouvoir aller au maximum. Je me disais, si j'avais pas été blessée à mes 12 ans, j'aurais pu faire tellement plus. Et c'est super frustrant. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Dans le sport de haut niveau, le silence est d'or, la parole encombrante. À la DISA, le département interdisciplinaire pour la santé des adolescents du CHUV à Lausanne, on n'hésite pas à parler d'omerta. Pour la briser, Emmanuel Ambresin crée avec Stéphane Tercier en 2017 un service rien que pour les cas de maltraitance dans le sport. Il y a des problématiques de silence à tous les niveaux, si on veut. C'est qu'on a en général déjà un jeune qui s'est construit dans son rêve d'enfant de devenir un athlète, une star, de faire ça dans sa vie. Donc lui, il a partagé ce rêve, et puis on a des parents qui l'ont soutenu dans cette idée-là, qui ont voulu faire bien pour leur enfant, puis de l'aider à pouvoir accéder à son rêve. Après, on a ces entraîneurs partout qui vont essayer de les coacher, de faire aussi l'arrivée à la compétition. Et puis, ce qu'on voit, c'est que quand ça commence à pas aller, eh bien, le réflexe, il est plutôt de serrer les dents. Dans le sport, c'est plutôt serre les dents, on avance, ça fait partie de l'enjeu du sport. Et puis, on intègre ça comme image qu'en fait, si on veut y arriver, ça fait partie des choses normales. Sur les hauteurs de Bienne, Macolin, l'excellence du sport suisse. Une haute école fédérale créée en 1944 par le général Guisan pour servir d'entraînement aux jeunes recrues. Der Sport soll in Macklingen einer harmonischen Ausbildung des ganzen Menschen dienen. Ein neuer Geist soll von hier aus ins schweizerische Sportleben ausstrahlen. Das ist der Sinn dieser einzigartig schön gelegenen, vorzüglich ausgebauten Schule. Depuis 76 ans, le lieu accueille des générations de sportifs d'élite dans tous les domaines pour un développement harmonieux. Mais dans ces infrastructures de rêve se cache parfois une toute autre réalité. Isolée, à l'abri des regards, cette salle est réservée à la gymnastique rythmique, l'élite de l'AGR. On l'appelle la salle du bout du monde. Elles ont toutes environ 14 ans quand elles arrivent à Macolin, comme Lisa Rusconi. Lisa a passé toute son adolescence dans cette salle de 2012 à 2017. J'étais une fille joyeuse, avec un objectif, c'est de participer aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio. Et j'étais prête à tout sacrifier, à tout donner pour atteindre cet objectif-là. T'étais prête à sacrifier quoi? La famille, mes amis, tout ce qu'il y a autour, sortir le soir, les anniversaires, même la nourriture. Et ouais, même l'école des fois.
sait qu'on a 30 heures d'entraînement par semaine. Pendant les vacances, on fait le double d'entraînement. On sait ça. Et on accepte ça parce qu'on a un but. Et on sait que c'est le seul moyen pour atteindre ce but, c'est de s'entraîner autant. Donc ça, à 14 ans, on est prête à ça. On est prête, on le sait, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Les coachs de Lisa sont est-allemandes puis bulgares. On imagine des méthodes inspirées des pays de l'Est, des méthodes culturellement différentes et parfois extrêmes. Tout a commencé avec des petites insultes. Bon, t'es grosse, t'es idiote, t'es handicapée, t'es nulle, tu fais rien, t'es inutile. Ensuite, si vous ne faites pas 5 fois l'exercice en faute, vous n'avez pas le droit de boire. Même si moi, j'avais les lèvres complètement blanches et j'en pouvais plus en fait. Mais c'est si simple. Tu prends ta gourde et tu bois. Mais on n'avait pas le courage de le faire parce qu'on avait peur des conséquences. Et tout a pris une autre ampleur avec le temps. Est-ce que tu as connu des violences physiques à Macolin ? Ouais, quelquefois j'étais tapée. Elle est venue de derrière, elle m'a pris ma jambe et elle m'a donné 3 ou 4 claques sur ma jambe. J'avais des mains. Une fois, elle m'a pris le bras, elle m'a laissé la marque. J'avais des bleus pendant plusieurs jours. Et la première fois qu'elle m'a tapée, je ne comprenais pas qu'est-ce que elle me faisait. Je ne comprenais pas. Donc j'ai entendu, parce que j'ai oublié ça, par une fille qui m'a dit que je m'étais mise par terre, j'avais pris la tête dans mes mains et j'ai commencé à hurler comme un animal. Mais l'entraîneur, elle n'a rien fait. Elle a juste dit « continue ». Et ouais, j'ai continué l'entraînement. Je ne pouvais plus dormir la nuit tellement j'avais peur. J'appelais ma maman à 4 h le matin en disant « Maman, j'en peux plus, tu dois m'aider ». Mais en même temps, je lui disais, tu peux rien faire parce que moi, je veux rester ici. Et il y avait des résultats sportifs avec ces méthodes-là ? Bah oui. Pour la première fois, la Suisse a gagné une médaille en Coupe du Monde. On a fait toujours des bons résultats. On est arrivé 10e au championnat du monde. Bah oui, il y avait des résultats. J'avais parlé avec une psychologue à Macolin. Je lui avais dit qu'est-ce que m'était arrivé. Et sa seule solution, c'était « mais va parler avec elle ». Mais moi, j'avais pas la force, j'avais pas le courage. En plus, c'était elle le problème. Et c'est là que je suis tombée en dépression. J'avais des idées noires. Et ouais, je devais prendre des antidépresseurs, des tablettes pour dormir. Lisa est restée 6 ans à Macolin, de 2012 à 2017. Mais les problèmes existaient déjà depuis bien longtemps. Il y a 15 ans, en 2005, quand Marine Perrichon y monte, elle a 12 ans. Les 2 coachs à l'époque sont 2 femmes des pays de l'Est, Vesla Dimitrova et Heike Netswitsch. Donc en fait, au début, j'étais juste là-bas pour me formater, en fait, pour que je commence à m'entraîner énormément, que je comprenne le système et puis que je devienne une bonne petite athlète qui obéit bien pour participer au JO. Et moi, je trouve que ce qui était particulièrement compliqué pour moi, c'est qu'on pouvait être pesé à n'importe quel moment. C'était une forme d'incitation à l'anorexie ? Absolument. Enfin, nos entraîneurs pouvaient tenir des propos en nous disant que voilà, c'était normal de ne pas manger, que c'était normal de se faire vomir. Donc on n'avait pas tellement de repères en fait, stables et sains autour de l'alimentation.
Dann geht er ein bisschen im Kreis und dann ist er wieder falsch. Tout ce qu'on nous a infligé là-bas, les insultes, la façon de nous parler très dénigrante, le rapport à notre physique, à notre poids. Tout ça, c'est quelque chose qui était tellement fort, qui était tellement quotidien, qu'au bout d'un moment, ça s'est ancré en moi, en fait. Et puis, j'avais des mots envers moi-même très, très durs. Et en fait, j'étais mon propre bourreau, parce que quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais obèse. Et à un moment donné, j'ai été aussi méchante et aussi dure avec moi-même que l'étaient les coachs. Et tout ça pourquoi? Et tout ça parce que j'essayais de répondre à des attentes, à des critères pour avoir un tout petit peu d'approbation, en fait. Je me suis rendu compte après coup que j'existais à travers mes coachs et j'existais à travers ce qu'elles voyaient et ce qu'elles me renvoyaient de moi-même. Et du coup, c'est pour ça que je me suis auto-infligé ça, je pense. Parce que j'avais l'impression d'être personne et que j'existais seulement à travers eux. En 2012, les filles de l'AGR ne sont pas sélectionnées pour les JO. Marine n'a plus d'objectif, plus aucune raison d'accepter tout ça. Malgré l'insistance de ses coachs, c'est fini, elle arrête tout. Elle a 19 ans, elle s'en va. Une fuite de Macolin complètement irréelle, à l'image du climat de peur instauré là-haut. Je crois que c'est la première fois en fait, que je défiais l'autorité et puis que je disais non. Et là, moi, j'ai commencé à courir, en fait. J'ai passé la porte, j'ai couru. Et j'avais la boule au ventre de me dire, mais ils vont me rattraper, j'ai pas le droit de faire ça, je savais pas quelles étaient les conséquences, mais je savais que c'était interdit. L'audace de Marine est contagieuse. Une autre fille claque la porte le même jour et s'enfuit avec elle. Puis on se dit, toute paniquée, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se réfugie? Parce qu'en fait, on avait vraiment l'impression d'être seul au monde. On se dit, bon bah, allons au centre médical. Donc on débarque là-bas, on s'enferme à clé, le temps de respirer, on se dit, bon ok, c'est bon, là on est entouré de murs qui nous protègent, personne ne peut rentrer physiquement. Puis en fait, rapidement, on se dit, mais en fait, c'est pas du tout sécure, parce qu'on n'a jamais réussi à savoir à Macolin qui était de notre côté pour nous protéger et qui était du côté des coachs. C'est un système tellement complexe qu'on pouvait se fier à personne. Si les coachs vous rattrapent, vous aviez peur de quoi? Il y avait une pression psychologique énorme. Et c'est très compliqué à décrire ce climat de peur constante, en fait. Mais quand j'étais dans ce système-là, en fait, c'était atroce, c'était inimaginable. J'avais vraiment l'impression qu'ils allaient me tuer si je obéissais pas. Tellement j'avais peur, j'avais la peur au ventre. En 2012 déjà, quelqu'un savait tout ça. Et pas n'importe qui. Il s'agit du médecin responsable à l'époque de toute l'équipe médicale de Macolin, aujourd'hui médecin du sport à l'hôpital de la Tour à Genève. On voyait quand même de temps en temps les filles venir parce qu'elles avaient des blessures. Les blessures, c'est une chose, le mal-être psychique qu'on observait, pour lequel il n'y avait même pas de demande d'accompagnement, ça c'est extrêmement problématique. Et là, on est au-delà, clairement au-delà de ce qu'on peut appeler exigence du sport d'élite acceptable. C'est pas du tout le cas. C'est un peu typique dans les situations de maltraitance, c'est que beaucoup de personnes sont un peu au courant. Mais là où ça devient plus critique, c'est quand on commence à mettre bout à bout toutes ces choses-là. Et c'est ce travail qui souvent n'est pas fait. C'est-à-dire qu'un constat isolé n'entraîne pas d'action, mais quand on commence à mettre tout ça bout à bout, quand on connecte un petit peu les points, ça dessine quelque chose qui est beaucoup plus sombre. Et on se rend compte qu'en fait, c'est répété, c'est un petit peu plus systémique que ce qu'on pense, et tout a été mis dans un rapport. Un rapport qui restera confidentiel. En 2013, les choses se règlent en interne, mais on les règle.
Les deux coachs, Heike Nedzvich et Vesla Dimitrova, sont licenciés. Seulement voilà, avec le témoignage de Lisa Rusconi cet été, l'histoire se répète avec les coachs bulgares. Mais cette fois, les filles se regroupent et parlent publiquement, elles tapent fort. Il s'agit maintenant de plusieurs générations de gymnastes qui dénoncent un système. Also, ja, das erste Mal, als ich reden war es schon schwierig, weil ich war sehr nervös und habe nicht gewusst, wie das alles rauskommt. Und ich habe auch nicht gewusst, ob ich anonym bleiben will. We can do gymnastic, like rhythmic gymnastic, in better conditions, and that we can live our passion without being mistreated. What is important is that gymnastics continues, it does not stop, but it's not a solution. Forcée à réagir, la Fédération suisse de gymnastique lance une enquête externe et mandate un cabinet d'avocats zurichois, le cabinet Pachmann. En attendant, une fois encore, la Fédération licencie ses coachs. Depuis 7 ans, les méthodes d'entraînement de la gymnastique rythmique à Macolin posaient un problème et tout le monde le savait. Quand j'ai vu les témoignages, je n'étais pas surpris parce que nous avons eu connaissance de certains problèmes dans la chair. Depuis 2013, vous alertez la fédération pour dire il y a des problèmes, ça ne va pas? Bien sûr, et je pense aussi que la fédération a pris certaines mesures pour changer la situation. Et comme je dis, on a aussi eu des bons moments, mais je pense que l'intérêt de changer des choses n'était pas toujours le même. Mais quand je vous entends, vous alertez quand même la fédération de gymnastique pour dire ça va pas, les méthodes d'entraînement sont pas acceptables depuis 7 ans. Là, en 2019, on a clairement informé la fédération qu'on aimerait changer des choses et ils ont commencé maintenant de réaliser des mesures, mais ça dure parce que c'est une fédération démocratique. Il faut toujours demander tous les personnes incluses, les responsables. Mais maintenant, ils sont vraiment en train de changer des choses. Mais j'ai aussi pensé que ça prend un peu beaucoup de temps. Oui. Avec ses 370 000 adhérents, la fédération de gymnastique est la plus importante de Suisse. Encore à sa tête jusqu'à la fin de l'année, son directeur Rudi Ediger. Au-dessus d'elle, l'Office fédéral des sports, l'organe de tutelle dont dépend Macolin, dirigé par la conseillère fédérale Viola Amert, et Suisse Olympique, garant du respect des règles éthiques de toutes les fédérations. Ce sont eux qui tiennent le porte-monnaie et décident de la répartition des budgets entre les fédérations. Plus il y a de médailles, plus il y a d'argent. En 2020, sur 73 millions, 1,7 million vont à la fédération de gymnastique. Suisse Olympique était-il au courant de ce qui se passait à Macolin? Qu'ont-ils fait depuis tout ce temps? Les fédérations ont-elles le devoir de vous informer quand il se passe quelque chose qui n'est pas conforme aux chartes éthiques? Bon, officiellement, ils ne sont pas obligés, mais nous, on est très proches aux fédérations. On a des meetings régulièrement. Alors, normalement, on entend s'il y a des problèmes, ils sont ouverts parce que nous, on est là pour les soutenir. Alors, c'est pour ça que normalement, ils discutent les problèmes qu'ils ont avec nous. La fédération de gymnastique est-elle venue vous voir pour vous dire qu'il y avait des problèmes avec la gymnastique rythmique à Macolin? Bon, moi, personnellement, j'ai appris comme premier quand j'étais contacté par le centre régional de Bienne. Le centre régional de gymnastique de Bienne. Exactement, oui. C'est un peu compliqué de dire en français. Oui. Donc pas par la fédération? Dans ce cas, non. Mais, alors, pardonnez-moi, vous n'êtes pas un organe de contrôle au-dessus de tout ça, justement? Si une fédération ne respecte pas la convention,
ou bien la charte éthique, c'est clair, nous, on a des possibilités. Surtout si c'est systématique, alors on aura la possibilité aussi de stopper les paiements. Et ça, vous le faites parfois ? Jusqu'à maintenant, ce n'était jamais le cas. Par contre, c'est clair, nous, on cherche toujours la discussion avec la fédération pour trouver une solution. Pourquoi Suisse Olympique n'a pas dit « Écoutez, si vous n'êtes pas un petit peu plus respectueux des athlètes, on vous diminue le budget, par exemple ?» Ça, personne... Mais après 2013, il y avait un grand changement. Aussi au niveau concept, avec de nouvelles personnes, il faut donner une chance aussi. En clair, Suisse Olympique n'a rien fait, Macolin n'a rien dit. Nous avons, depuis le début de cette enquête, demandé une interview à Rudi Ediger, le directeur de la Fédération de gymnastique. Il ne répondra pas publiquement tant que l'enquête externe demandée au cabinet Pachmann n'est pas terminée. En revanche, il nous propose de leur envoyer les questions par écrit. Merci pour vos questions. Je reviens volontiers vers vous la semaine prochaine. Sans réponse de la fédération, nous relançons 10 jours plus tard. La Fédération suisse de gymnastique sera disponible pour un entretien avec temps présent une fois l'enquête terminée. Si vous avez besoin d'une prise de position sur ce sujet avant la fin du mois d'octobre, nous devrons le faire par écrit. Nous l'avons fait et n'avons jamais reçu de réponse. La fédération reste muette depuis plusieurs mois et pour cause, Rudi Ediger annonce sa démission le 10 novembre. Derrière les blessures psychologiques et physiques des athlètes, se cachent parfois des blessures bien plus profondes encore. Des sportifs suisses dénoncent des abus sexuels. Ils brisent une omerta encore plus pesante, à l'image de toute une série de témoignages partout dans le monde. Le MeToo du sport est lancé. En Suisse, les témoignages sont encore rares, mais pour combien de temps ? Il y a un climat de peur qui était instauré, en tout cas qui était présent dans les vestiaires à certains moments. Et c'était pas une peur, ou bien à un moment donné où on crie, où on dit « Ok, mais allez les gars, on y va ». Enfin voilà, ça c'est quand même acceptable d'une certaine manière, hein, bien sûr. Non, c'était d'un autre ordre. Terrible révélation d'un ancien joueur d'un club de hockey à Fribourg. Yvan témoigne pour la première fois des gestes de son entraîneur du HC Gauthieron quand il était enfant. En fait, il y a un entraîneur, quand j'avais une dizaine d'années, qui a sexuellement abusé de moi pendant qu'on était dans un week-end, en fait, un camp un tournoi, simplement de hockey. Et ça s'est passé dans un moment où finalement il y avait cette possibilité-là pour lui et littéralement c'était comme ça, hein, de m'enfermer, enfin de me prendre à partie, si on veut bien. Et puis oui, effectivement, c'est encore un peu douloureux pour moi d'en parler maintenant. Mais pour être... il m'a demandé de lui faire une fellation. Et voilà, j'avais une dizaine d'années, quoi. Les chiffres sont effrayants. Selon une étude belge menée en 2015 sur 40 000 athlètes, dans le monde, un athlète sur 7 est victime d'abus sexuels avant ses 18 ans. En Suisse, l'association Espace, une association en soutien aux personnes victimes d'abus sexuels, traite de ces cas sur Le Valais, Fribourg et Vaud. Des psychologues pour mettre des mots sur des actes, Yvan est passé chez eux. Les gens, quand ils viennent à Espace, ils ont fait le pas de venir dans une structure qui parle d'abus sexuels. Et c'est stigmatisant, malgré tout, d'être victime. Donc les gens qui viennent là ne vont pas venir s'ils n'ont rien.
Moi, ce que j'ai fait comme état des lieux, c'est le nombre de personnes qui nous ont appelés du milieu sportif depuis ces 5 dernières années. On a 40 situations qui nous sont arrivées, 40 personnes qui nous ont appelés. Pour une vingtaine, c'est des cas d'abus sexuels d'adultes, donc entraîneurs sur athlètes. L'abus, ça commence pas par le viol, par la pénétration, ça commence d'abord par des gestes qui vont potentiellement déraper. Hein, c'est un peu ça, cette zone grise. Ça commence aussi avec des mots pas forcément adéquats sur la tenue, sur les formes. Donc, les gens me disent, mais maintenant on voit des choses. Donc, effectivement, parler d'abus va permettre aux athlètes, aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir dire ce qu'ils ont vécu. Yvan a choisi de transformer son drame en acte militant et il faut un sacré courage. Mais pourquoi n'en a-t-il jamais parlé? Pourquoi n'a-t-il jamais porté plainte? Non, j'en ai pas parlé. Après, j'en ai pas parlé pour plein de raisons, en fait. Il y a le contexte dans lequel j'évoluais à l'époque. Il y a très rapidement comme un rideau ou une porte qui s'est fermée. Encore une fois, je pense que j'avais peut-être pas la force nécessaire pour porter plainte ou pour signaler et pour aller dans ce sens-là. Le témoignage d'Yvan est un séisme pour le Metz-Gotteron. Bien sûr, tout cela date de plus de 20 ans, mais les accusations sont graves et les faits ne sont pas prescrits lorsqu'il s'agit d'actes pédophiles sur des enfants de moins de 12 ans. La plainte est toujours possible. Le directeur général du HC Gotteron est abasourdi. C'était quand même une surprise, finalement, puisque moi, ça fait près de 20 ans que je suis dans l'organisation. Alors je pense que ce serait évidemment de manière générale un petit peu naïf de penser que ça peut exister partout ailleurs où il y a des contacts entre des adultes et des enfants et que ça n'existerait pas dans le sport. Donc ça, je pense qu'il faut être clair et assez conscient de cette réalité-là. Et malheureusement, même si je peux comprendre que ce ne soit pas évident peut-être de déclarer ces actes, de les dénoncer, je pense que toute enquête ou tout début d'intervention débute finalement par le signalement de ces actes. Et on ne peut pas demander aux gens d'agir, les responsables, je parle en particulier, d'agir s'ils ne sont pas mis au courant de ces activités, de ces faits. Aujourd'hui, on est dans un encadrement qui est quasiment exclusivement professionnel. Donc tous les gens qui sont au contact permanent avec ces jeunes, c'est des gens qui sont des employés, qui sont des professionnels, qui ont suivi aussi des formations avec la prévention, avec des éléments qui font partie de la pédagogie, de l'éducation. Donc qui permettent aussi finalement de minimiser au maximum les risques. Pourtant, Raphaël Berger va nous faire une confidence. Dans les années 2000, quand il était joueur professionnel, il avoue avoir eu vent de certaines rumeurs sur un entraîneur. Nous ne saurons pas s'il s'agit de la même personne accusée par Yvan ou d'une autre. Vous, quand vous étiez joueur, il y avait des rumeurs. De quelles rumeurs il s'agissait? Alors, c'était effectivement des rumeurs qu'il pouvait y avoir éventuellement une problématique avec l'une ou l'autre personne. Vis-à-vis de problématiques de comportement et d'attitude vis-à-vis de certaines personnes, de certains jeunes joueurs. Mais pardon, pour être bien clair, les rumeurs dont vous parlez quand vous étiez joueur professionnel, c'était des rumeurs d'abus sexuels d'entraîneurs sur de jeunes joueurs? Alors en tout cas pas d'abus, ou en tous les cas pas déclaré aussi fermement et aussi clairement abus sexuels, mais plutôt de comportement inadapté, on va dire ça comme ça. J'insiste un peu parce que d'alerter quelqu'un, d'alerter un responsable, ça c'est quelque chose qui n'est pas envisageable quand on a des doutes sur quelqu'un. Alors je pense que la parole aujourd'hui c'est quand même libéré, ce qui est certainement évidemment positif. Et je pense qu'aujourd'hui les gens auraient moins de crainte finalement à dénoncer quelque chose, ce qui n'était, il faut le reconnaître, certainement pas le cas il y a 20 ans.
Alors je suis pas en colère contre le HC Gauthieron en tant que tel. Mais ce qui me met en colère, c'est quand c'est su et que c'est pas vu. C'est quand c'est dit et que c'est pas entendu. C'est quand ça continue. Et ce qui me met en colère, c'est quand un pouvoir est mal utilisé. Vous vous sentez comment aujourd'hui ? Comment je me sens ? Ben, je me sens vivant déjà. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Et je peux dire que globalement, je me sens bien. Voilà, c'est encore parfois difficile dans plein de contextes. Et puis voilà, c'est un chemin qui prend du temps, effectivement. Durant ces dernières années, on a eu tant dans le milieu du foot, des arts martiaux, des sports de combat, de la natation, du basket, de l'escrime, de l'équitation, enfin... Voilà, je pense qu'aucune fédération ne peut être épargnée par ce genre d'actes d'abus sexuels. Ça fait peur. Ça fait peur parce que personne n'a envie d'entendre parler de thématiques de maltraitance au sein de son propre sport. Mais la réalité est que beaucoup de personnes se retiennent et qu'elles hésitent parce qu'elles sont sous pression. Et on revient au fondement, au principe même, au mécanisme même de la maltraitance, qui est une asymétrie de pouvoir. Et toutes ces personnes qui ne parlent pas, en fait, c'est parce qu'elles se sentent sous pression, elles se sentent sous un autre pouvoir qu'elles n'ont pas envie d'aller secouer. Comment faire ? Comment repérer l'emprise des entraîneurs sur leurs sportifs ? Après le scandale qui a secoué le FC Châteauneuf en 2010, la Fédération suisse de football a bien dû empoigner le problème. Imaginez un petit club de foot valaisan et un entraîneur qui abuse de 22 enfants entre 7 et 12 ans. 2 d'entre eux appartenaient au club. Nous avons retrouvé l'un des 2 enfants du FC Châteauneuf. Nous l'appellerons Alex. Il a 18 ans. Comme Yvan, c'est la première fois qu'il ose parler de son histoire pour dire oui, ça existe. J'ai eu des attouchements sexuels à l'âge de 8-10 ans, entre 8 et 10 ans, avec un entraîneur de foot. J'en ai pas parlé, jamais. Dire victime, c'est quand même compliqué. D'en parler à ses potes, déjà à ses parents, c'est déjà assez compliqué, mais alors avec les proches, c'est très compliqué. C'est ça, c'est très compliqué à 10 ans en tout cas, de dire non. Mais après, on n'est pas forcément conscient de ce qui se passe. Puis voilà. À quel moment tu as pu prendre conscience de la gravité des faits ? Quand j'étais au tribunal, quand j'étais assis et je le voyais face à des juges. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Pourquoi tu as accepté de parler ? Pour un petit peu prévenir les autres jeunes de ce qui peut arriver. Et pas se dire qu'il peut rien arriver, que je connais l'entraîneur, voilà, c'est ce qui s'est passé avec moi. C'est qu'on pensait bien connaître l'entraîneur et voilà quoi. Il s'est passé ce qui s'est passé. L'entraîneur est aujourd'hui en prison et c'est grâce à Alex. Le petit garçon l'a fait comprendre à ses parents, ils en ont tout de suite parlé. Et sans être sûrs de rien, ils sont allés à la police. On croit toujours que ça arrive qu'aux autres, et puis en fait, ça vous tombe dessus. Moi, je commence à courir à gauche, à droite pour essayer déjà de réaliser, et puis de dire mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je pleurais à chaudes larmes, je me disais ouais, c'est pas possible. J'avais presque une piscine devant moi, tellement ça sortait. Et puis la dame policière, elle me dit ouais, on fait une petite pause, on va fumer une cigarette d'eau. Et là, elle m'expliquait qu'effectivement, ils allaient perquisitionner dans les jours suivants, et puis que voilà, pour eux, il y avait vraiment des soupçons. Donc, voilà. Le fait qu'il y ait eu un contexte sportif, que ce soit un entraîneur de football,
que vous connaissiez bien, en qui vous aviez confiance. Comment vous avez réagi face à ça? Il n'y a que la colère, que la rage, quoi. C'est le monde qui s'écroule, quoi. C'est quelque chose de violent. Il y a tous les états d'âme qui passent, c'est énorme. Et vivre ça, c'est pas facile. Le football a donc ouvert les yeux sur la pédophilie, les abus, la maltraitance dans les vestiaires, et ce n'est pas si évident. On n'a rien vu venir, hein, tout simplement. On a fait face, je pense qu'on a réagi de la bonne manière. D'ailleurs, les parents qui étaient inquiets ont compris assez rapidement également que nous étions, nous le club, également une victime parmi les victimes. Depuis que les filles de la gym ont parlé, la tempête n'en finit plus. Elle prend des dimensions politiques. La semaine dernière, la conseillère fédérale Viola Amert se saisit du dossier et demande une enquête. Il aura fallu du temps, mais elles l'ont fait avec courage, jusqu'au bout. Bon, déjà, on est plusieurs, et ça donne de la force. Quand on est seul, c'est quelque chose de trop grand. Et aussi, j'ai pas envie qu'une autre fille qui arrête ce sport, elle se sent comme moi quand j'ai arrêté ce sport. Et je trouve encore ce sport tellement beau que je veux pas que la solution, c'est d'enlever ce sport en Suisse. Mais justement, mettre une structure en place qui protège ces athlètes. Ouais. Parce que nous, on était seuls. Personne nous a protégés. Je crois que ce qui est très difficile, c'est que quand on quitte Macolin, les personnes qui n'ont pas vécu se représentent peu ce que c'est que le sport de haut niveau dans un contexte de maltraitance. Et puis, on se dit aussi, mais on est en Suisse, c'est Macolin, elle doit un peu exagérer. Donc, je trouvais pas tellement de personnes qui pouvaient vraiment comprendre et qui pouvaient vraiment accueillir ce que je disais. Mes parents, ça les a vraiment dévastés. C'est absolument dans tous les sports qu'on a ce même processus d'omerta. Puis notre expérience, c'est que, bien sûr, il y a des coachs qui sont réceptifs, et puis là, on peut faire quelque chose de très constructif. Mais et dans ces situations de maltraitance, la plupart du temps, il y a un déni complet de ce que nous rapportons au téléphone. C'est-à-dire que quand on vient interpeller un coach en disant « Écoutez, on est très en souci par rapport à tel ou tel athlète, telle nageuse ». Récemment, on a eu plusieurs situations de nageurs qui étaient, on guillemets, sous-alimentés, surentraînés. Eh bien, on a une fin de non-recevoir. Il reste néanmoins une question pour l'avenir du sport d'élite. Peut-on arriver au même résultat avec d'autres méthodes? Où placer le curseur entre exigence et performance? Simon Progin est toujours dans la salle de Crans-Montana, mais désormais, c'est lui l'entraîneur. Pour moi, Simon, il a cette qualité d'entraîneur que très peu d'entraîneurs ont. Et je pense un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui arrive à mettre son ego de côté et en fait à donner plus qu'à recevoir en fait. Parce qu'il doit être prêt en fait à donner beaucoup plus qu'il va recevoir en retour. Et pour moi, Simon, il a cette qualité. Et dès le début, il y a des événements qui ont fait, il m'a prouvé que c'était quelqu'un qui avait un énorme cœur et qui avait cette qualité-là de pouvoir amener quelqu'un comme moi au niveau où je devais arriver. Pat Burgener, 2 podiums en championnat du monde, 5e au JO de 2018. Avec Simon, ils sont vraiment main dans la main pour préparer les JO de Pékin en 2022. Pour moi, l'approche qui marche, c'est de demander à l'athlète « qu'est-ce que tu veux ?» Et quand on a ces discussions, moi c'est ce que j'ai avec mon entraîneur, c'est ce que j'ai avec Simon, on commence à vraiment poser les objectifs, mais les vrais objectifs qui ne sont pas les résultats au final. Parce que les résultats, c'est que la tête qui peut les vouloir. Moi, j'ai dit à Simon, je veux faire une médaille au jeu. Mais c'est mon objectif. Il m'a dit, OK, je vais t'aider à réussir. Ce que tu as envie d'un entraîneur, c'est un soutien. Tu n'as pas envie d'une pression.
c'est important d'avoir des critères de qualité. Et puis ils existent aujourd'hui, c'est-à-dire que les entraîneurs suivent une formation. Jeunesse et Sport donne des formations et puis labellise les entraîneurs. Mais tout le monde ne peut pas suivre ces formations-là. Pourquoi ? Parce que on est sur un principe de milice en Suisse. Il y a beaucoup de bénévolat, il y a beaucoup de volontaires dans les clubs, il n'y a pas assez de finances pour payer ces cours à tout le monde, il n'y a pas assez de dissémination des connaissances, et puis il y a certes beaucoup de bienveillance, mais quand on n'a pas toutes les connaissances, parfois ça peut se passer mal. Celui-là, il était beau, celui-là. Est-ce que vous pensez qu'on peut changer ? Bien sûr, il faut changer ça. On n'est plus au XXe siècle où on doit recevoir des coups de fouet pour... C'est pas comme ça que ça marche. C'est plus du tout comme ça que ça marche. Il faut des entraîneurs avec de la pédagogie et un bon entourage, en fait, on va dire, avec des physios et tout ça. Mais la violence et tout ça, c'est pas comme ça qu'on va amener des athlètes à un haut niveau. C'est pas ça la philosophie du sport aussi, c'est pas ça. On l'a dit dans ce reportage, le directeur général de la Fédération suisse de gymnastique, en poste depuis 2008, a donné sa démission sans même attendre le résultat des enquêtes. Rudi Ediger a admis la souffrance des gymnastes qui se sont exprimés publiquement. Il a constaté les graves dysfonctionnements sous sa direction et il a déclaré endosser la responsabilité globale de ce désastre. Pour mettre fin à cette culture de la peur et aux abus psychologiques, le patron de la fédération a estimé que seule sa démission pouvait permettre de tourner la page et provoquer un nouveau départ avec de nouvelles personnes. Reconnaissons-lui au moins un comportement fair-play. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.